Le pari de Dust, c'est de penser qu'il y a énormément de potentiel à faire circuler l'information mieux entre les ingénieurs et les sales. Est-ce que Dust a encore une chance de devenir un des grands de l'IA en commençant en France? Les outils verticalisés sont beaucoup plus faciles à vendre. Vendre à une équipe de sales un outil qui va automatiser ou accélérer une partie du processus de sales. Étant VC, je me rappelle que c'était l'entreprise dont tout le monde parle. Il y avait même des articles de vous, tour de seed le plus hot de Paris. Le contexte a énormément d'importance. Je pense que le pari qu'on fait, c'est que construire son propre LLM aujourd'hui, ça n'est pas une bonne idée quand on n'est pas un labo fondamental. Et d'ailleurs, Stan dira toujours, c'est no GPUs before PMF. La partie gratuite disait des trucs super sympas. Dust doit être une plateforme intéressante. Dust, dans 5 ans, fera une grosse partie de son revenu dans 2 ans, aux US. dans 18 ans. C'est la question que tous les VC à qui j'ai parlé depuis 2 ans m'ont posée. Ah bah, pas de secret. Hein. Eh ben, bonjour à tous et bienvenue pour ce 3e épisode de Founder Frequency. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Gabriel Hubert, qui est le CEO et cofondateur de la startup Dust. Donc en quelques mots, Dust, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une des startups qui ont énormément de momentum avec tout ce qui se passe en France, puis dans le monde en ce moment sur l'IA et plus particulièrement sur l'IA générative. Alors Stan, tu vas nous en dire plus, mais Dust a été créé en quelques chiffres il y a 2 ans. Vous comptez une vingtaine de salariés. Vous avez levé 2 tours de table qui ont été menés par Sequoia, dont notamment le premier que je pense on pourrait qualifier de tour de seed le plus hot de Paris. Étant VC, je me rappelle que c'était l'entreprise dont tout le monde parle. Il y avait même des articles de vous avant que la levée de fonds soit faite. C'était assez dingue. Donc, je sais pas comment vous l'avez vécu, peut-être sur cet épisode de l'intérieur. En fait, c'était quoi? C'était quelques semaines après la sortie de ChatGPT, début 2023. Et toi et ton cofondateur, vous décidez de lancer là-dedans. Vous êtes peut-être une des premières startups de l'IA générative qui va lever en France avec des profils de fondateurs. Ouais, Stan avait quitté OpenAI à la fin de l'été et il travaillait sur des prototypes, sur la zone de problème qui était comment est-ce qu'on fait pour faire le pont entre ces modèles qui sont très puissants mais dont tout le monde ne va pas réussir à comprendre comment s'en servir et les cas d'usage concrets. Et la première version de Dust, c'était une plateforme vraiment tournée vers les développeurs qui permettait d'orchestrer des applications LLM. Et tout ça, c'était un peu chinois pour moi il y a 2 ans, mais l'idée, c'est de pouvoir avoir des blocs qui sont des LLM, des blocs de code, des blocs arbitraires pour une exécution de workflow assez complexe. Et il a décidé de le faire assez publiquement. Et donc, il communiquait pas mal sur Twitter ce qu'il faisait au fur et à mesure, et je pense que ça a créé un peu d'intérêt. De l'intérieur, on n'a pas forcément vu grand-chose. Je pense que l'article des Échos qui était intéressant, la partie gratuite disait des trucs super sympas, la partie payante disait des trucs un peu moins sympas, mais du coup comme la plupart de mes amis payaient pas pour les Échos, ils disaient ah super article dans les Échos. Est-ce que ça disait quoi la partie gratuite et la partie payante? La partie gratuite c'était que les gens parlaient un peu de nous et la partie payante c'était qu'il y avait certaines personnes qui disaient qu'on avait snobé des investisseurs, rien snobé, mais il y avait juste beaucoup d'emails dans l'inbox de Stan. J'imagine. Et on avait décidé d'aller assez vite. Trop bien. On aura l'occasion d'en reparler, mais peut-être du coup pour reprendre les choses dans l'ordre, pour commencer, Gabriel, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr. Je m'appelle Gabriel, j'ai 40 ans, je suis bientôt papa pour la première fois, ça va arriver dans 10 jours, donc ça c'est un peu le truc qui m'occupe le plus en ce moment. Et je travaille à Dust depuis 2 ans, on a incorporé la boîte en février 2023. Avant ça, j'étais Chief Product Officer chez Alan, et avant ça, j'ai travaillé chez Stripe pendant 5 ans. J'avais rejoint Stripe avec Stan, mon associé d'aujourd'hui, via l'acquisition de notre startup qui s'appelait Totems en 2014, fin 2014. Voilà, donc carrière assez tech, parcours avant en France, études d'ingénieur, et puis après j'ai fini mes études à Stanford en même temps que Stan en fait. Et donc tu finis tes études et tu décides de monter directement avec Stan Totem? Pas tout de suite. Et Totem, c'est le dernier nom du 3e pivot de la boîte. Ok. Non, on a tous les deux un peu travaillé, un peu moins d'1 an, avant de se dire que ça valait quand même le coup d'essayer quelque chose. Et puis on a démarré, je dirais en 2010, fin 2010. On est tombé amoureux d'une technologie, on savait pas comment la vendre. Après on s'est dit qu'on pouvait la vendre, on savait pas comment la distribuer. Après on s'est dit qu'on pouvait la distribuer, on savait pas comment la marketer. On a fait plein de bêtises. Et à la fin, on a trouvé un marché sur l'analyse à grande échelle de données, de photos générées par des utilisateurs, user generated content à l'époque. Okay.
À l'époque, Instagram avait 80 000 ou 100 000 utilisateurs. C'était le tout début. Ouais, c'était le début de cette vague-là, et on permettait à des annonceurs ou à des agences ou à des analystes de récupérer de la donnée sur qui prenait des photos de quoi, où dans le monde et à quel moment. Voilà. Et donc, vous aviez de la technologie qui permettait de comprendre typiquement ce qu'il y avait dans une photo pour être capable d'exploiter au mieux cette donnée pour des annonceurs publicitaires? Non. Non, c'était pas ça. Mais je pense qu'il y a une petite leçon qu'on a pu réappliquer à Dust aussi, c'est que à l'époque, la vision machine, c'était cher, c'était lent et c'était pas forcément toujours parfait, mais les applications qui généraient ces photos étaient un peu nouvelles, et par rapport au contenu qu'on retrouvait sur Internet, il y avait énormément de métadonnées qu'on pouvait exploiter, qu'on pouvait au préalable pas exploiter. Donc nous, on s'appuyait surtout sur les métadonnées. Quand est-ce que la photo avait été prise, avec quel appareil, à quel moment, où dans le monde, quels étaient les commentaires en dessous du commentaire initial. Et c'est ces données-là qu'on utilisait pour recouper et comprendre un peu ce qui avait pu être partagé. Ok. Et, voilà. Et vous vendiez ça du coup à des... Bon, on a vendu à un peu tout le monde. Yoko Ono a fait un projet où elle voulait récupérer des sourires du monde entier pour les afficher sur Times Square. Donc on a travaillé avec Yoko Ono, on a travaillé avec beaucoup d'annonceurs en fait qui essayaient de comprendre ce que les gens disaient de leurs produits en ligne. Et c'était le tout début du marketing d'influenceurs. Le produit Totem, c'était en fait une plateforme d'analyse d'audience et d'engagement qui permettait de faire un peu le moneyball de l'influencer marketing. Donc, au lieu de trouver les influenceurs les plus connus qui allaient demander des prix exorbitants, on pouvait recréer une audience avec des caractéristiques arbitraires et à des prix plus compétitifs. Voilà. Et donc vous vendiez pas ça, vous vendiez ça en quoi? C'était un SaaS, c'était un SaaS. Okay. Ouais. Un abonnement qui permettait d'avoir énormément de données sur tout ce qui était généré sur Instagram. Exactement. Et les autres plateformes, mais surtout Instagram, en fait, qui a décollé à ce moment-là, quoi. Et alors, il y a des noms qu'on a oubliés maintenant, et PicPlease, Mobly, voilà, plein d'applis qui étaient aussi à la mode, qui essayaient de se battre pour ce créneau-là qu'Instagram a dominé. Et donc, du coup, donc vous êtes, il y a une acquisition qui intervient auprès de Stripe. Au moment de l'acquisition, vous en êtes où dans l'histoire de l'entreprise? Vous êtes combien? Vous êtes une grosse dizaine. Ok. On avait déménagé Stan et moi aux États-Unis au printemps 2014. Et je pense qu'on était un peu en recherche de ce qu'on allait faire pour la suite. On avait levé un tour de seed, on n'avait pas encore levé la série A. On comprenait que le modèle de SaaS pour de l'influencer marketing avait du potentiel, mais on était tous les deux un peu tombés dedans par hasard en suivant les chevaux de laine de la technologie qui nous intéressait, sans nécessairement avoir une grande vision ou une passion pour le sujet. Donc au moment de se poser la question de lever des fonds supplémentaires, ce qu'on était en train de faire, on était en discussion à San Francisco, je pense qu'on a tous les deux, pour des raisons différentes, un peu exprimé le fait que c'était pas nécessairement ce qu'on voulait ou ce qu'on se voyait faire pendant les 10 ans à venir. Et on a reçu une offre d'acquisition de Pinterest pour créer les buyable pins, donc les pubs sur Pinterest, parce qu'évidemment la technologie était assez adaptable. Et finalement, on a été demander des conseils aux fondateurs de Stripe qu'on connaissait sur ce qu'il fallait qu'on fasse de ça. Et eux nous ont dit, mais si vous êtes en train de vous poser la question d'arrêter l'aventure, pourquoi est-ce que vous ne rejoignez pas nous? Voilà. Et alors, c'était quoi la logique pour Stripe d'acquérir une entreprise? Ouais, c'était un peu l'époque des acqui-hire. Donc, c'était la logique de garder une équipe assez qui se faisait confiance et qui avançait assez vite pour pouvoir l'intégrer dans le produit. Donc, le produit en lui-même n'a pas été utilisé par Stripe. D'accord, ok. Ouais. Et l'acquisition, je peux te demander quel était le prix? C'était public ou? C'était pas public, c'était un peu plus que le dernier tour, donc c'était pas forcément énorme, mais c'était en action Stripe. D'accord. Et avec du coup l'idée que l'équipe de 10, principalement d'ingé que vous étiez, puisse aller travailler chez Stripe, garder la même équipe, la même structure pour aller travailler sur des produits d'analytics pour Stripe. Ouais, alors c'était ça le deal. Et en gros, c'était un moment un peu tendu où il fallait négocier un deal avec des conditions d'accepter, enfin que l'équipe soit acceptée sans nécessairement que tout le monde puisse être interviewé, parce qu'il y en avait qui étaient en France. Et finalement, en fait, l'équipe, à part Stan et moi, a décidé de prendre le cash et de créer de faire pas mal d'autres projets assez intéressants depuis, quoi. Il y en a qui ont monté Dynamo, le concurrent de SoulCycle en France. Énorme. Il y en a qui ont rejoint BlaBlaCar en PM, The Fork en ingénieur. Il y en a un qui a rejoint une toute petite start-up qui faisait de la messagerie via IA pour les adolescents qui s'appelait Hugging Face et qui est devenu un des d'infrastructure de Hugging Face. Énorme. Donc voilà, la petite diaspora de Totems a eu la chance de pouvoir rester dans la tech. Trop bien. Et donc
Stripe, finalement, ensuite tu vas y passer plusieurs années. Ouais, tu vas rester aux ans, États-Unis. Ouais, on a commencé, on a fini à San Francisco. Donc quand on est arrivé dans l'équipe, c'était un peu plus de 100 personnes. Donc plutôt un bon plan en fait d'avoir récupéré des actions Stripe à l'époque, j'imagine, vu la trajectoire qu'a eu Stripe après, c'était peut-être un meilleur deal que de recevoir du cash. On verra quand Stripe sera public. C'est toujours pas liquide. Ouais, c'est toujours pas liquide. C'est toujours pas totalement liquide. Je crois qu'il y a eu une expérience incroyable. Ouais. Et donc vous avez toujours vos actions Stripe ou vous avez pu quand même, enfin il y avait un peu de secondaire possible. Il y a eu des opportunités de secondaire au fur et à mesure. C'était intéressant d'ailleurs parce que je pense que Stripe était en train de décrire le playbook de la façon dont on fait du secondaire quand on décide de rester privé plus longtemps. Ouais. Et c'est un certain nombre de normes qui ont été appris ou reprises depuis. Ouais. Ah, mais il y a une vraie question, est-ce que Stripe va se coter publiquement un jour quoi? Quel est l'intérêt? Parce que j'ai écouté un podcast du fondateur de Odoo qui est un Belge que tu connais peut-être, qui a un gros ERP et qui lui du coup rachète des shares mais ne veut jamais se coter. Il veut toujours avoir le contrôle et en fait, comme il y a de plus en plus de liquidité avec des tours de plus, enfin tu peux rester de plus en plus tard privé. Il y a une vraie question sur ce sujet. Ouais. Et c'est une question intéressante parce que la façon dont Stripe décide de se comporter aura une influence sur la manière dont les personnes qui rejoignent des startups valorisent les stocks qu'on peut leur donner. Ouais. C'est évidemment la tension, c'est que ça peut avoir un énorme avantage pour l'entreprise de rester privée, beaucoup plus de flexibilité, beaucoup plus d'agilité, mais ça donne aussi beaucoup de contrôle à ceux qui contrôlent le pacte d'actionnaires sur le prix de vente et de rachat des actions. Et ça a été un sujet pour Stripe ou non, ils l'ont toujours plutôt bien fait je pense qu'ils ont fait des choses bien et puis ils ont fait aussi des choses dans l'intérêt de Stripe. Donc c'est en tant que ancien employé de Stripe, je crée finalement assez peu de valeur pour Stripe au jour le jour. Alors, je suis client de Stripe aujourd'hui pour les paiements, mais les intérêts sont pas toujours alignés quand on est plus dans l'entreprise et quand on en est encore un employé. Enfin, il y a plein de complexités et c'est nuancé. Ça peut vraiment dépendre des cas, des phases, des marchés et des contraintes que les individus ont, quoi. Moi, je pense que c'est plutôt une entreprise dont je loue l'éthique à tous les niveaux. Donc, je pense que ce qui a pu être bien fait a été relativement bien fait. Ouais. Il y a toujours des contraintes et il y a assez peu de boîtes qui ont le destin de Stripe d'avoir une valeur en marché privé aussi importante, ce qui a créé des tensions énormes. Les premiers employés avaient des montants d'actions qui étaient conséquents. Et donc pas 100% liquide, quoi, mais effectivement... Pas 100% liquide, mais liquide quand les fondateurs veulent que ce soit liquide. Ok, très clair. Donc ensuite, tu rejoins Alan. Donc en fait, tu fais finalement Totem, puis Stripe, Alan, les deux pendant des périodes finalement assez longues. Stripe et Alan, c'est un peu... c'est en commun d'être deux entreprises assez iconiques à leur échelle, avec des cultures assez fortes. Stripe, ça a toujours été loué pour être la solution de paiement, tu vois, la mieux outillée pour les développeurs, avec une documentation fantastique. Enfin, ça a toujours eu cette réputation. Alan, à l'échelle française, c'est une startup qui aussi a beaucoup communiqué sur le pas de réunion, full transparence, notamment sur les grilles de salaire, la progression, enfin qui a été très intentionnelle dans énormément de choses. Qu'est-ce que, à travers ces deux expériences, peut-être, qu'est-ce que tu retiens de positif sur chacune de ces deux boîtes et qui peut-être te nourrissent dans la construction de Dust quand on est encore à ses débuts? Ouais. Je pense que faire une entreprise, la faire grandir, la faire croître et puis la garder dans la course, dans la durée, c'est très difficile. Et au fond, je deviens de plus en plus convaincu qu'il faut une super équipe. Et donc en fait, une entreprise, ça doit être une machine à attirer et à retenir des personnes qui sont géniales, motivées, enthousiastes, collaboratives, intelligentes, qui ont peu d'ego. Et ça, je pense que c'est des points qui étaient assez communs entre Stripe et Alan. Et pour les attirer, ces personnes-là, il faut leur donner une plateforme qui soit attirante. Donc qu'est-ce que ces personnes-là, elles recherchent? Elles recherchent de la transparence pour comprendre ce qui se passe dans la boîte dans laquelle elles bossent, de l'autonomie pour pouvoir prendre des décisions et avancer vite sans être bloqué par de la hiérarchie, de la paperasse ou de la bureaucratie. Et finalement, l'impression, la conviction que l'entreprise va pouvoir croître à la vitesse de leur propre croissance et leur donner des nouvelles opportunités. Et ce côté vraiment non linéaire dans les opportunités que j'ai pu avoir chez Stripe est
très rare et extrêmement précieux. Ça, je pense que c'est un truc qu'on mesure pas forcément en début de carrière quand on regarde les opportunités devant soi. Mais un de mes profs en université à Stanford me disait toujours, dans le monde du travail, il y a des rôles dans lesquels on acquiert 2 ans d'expérience en 5 ans et d'autres dans lesquels on acquiert 5 ans d'expérience en 2 ans. Et c'est important quand tu t'assois de comprendre dans quel siège t'es, parce que c'est soit l'un soit l'autre, c'est jamais au milieu. Et je pense que j'ai eu la chance de travailler dans les entreprises qui étaient plutôt dans la deuxième catégorie. Et donc, si je reprends, c'est beaucoup si je comprends bien, cette capacité donc de progresser très vite. Donc, ça veut dire assez peu de hiérarchie, beaucoup d'autonomie donnée à chaque employé, ou peut-être une culture de la méritocratie. C'est-à-dire que si tu performes, peu importe ton âge, peu importe ton expérience, tu peux finalement accéder à des postes extrêmement impactants pour l'entreprise. Ouais. Chez Stripe, dans mon équipe, il y a quelqu'un qui a fêté ses 21 ans après 3 ans de carrière chez Stripe, alors que j'y étais, et qui a, à la fin de sa période chez Stripe, mené une des plus grosses équipes en charge du business de cartes, qui était évidemment très stratégique, qui est maintenant devenu un investisseur avec, je pense, un peu plus d'1 milliard sous management et qui a 31 ans. Donc ces carrières un peu non linéaires, elles étaient offertes aux personnes. C'est fou. Ça me rappelle aussi donc mon précédent fonds Balderton, on avait investi dans Revolut, et Alan Cheng qui est arrivé chez Revolut à 24-25 ans avec un mail cold à Nikolai en disant je suis motivé, je sors de mon bachelor, et qui a une trajectoire où en fait quand il est parti à 28 ans, au bout de 4 ans ou 5 ans chez Revolut, c'était le numéro 3 ou 4, et Revolut était déjà à l'époque une organisation de je sais pas, plusieurs centaines, voire plus de 1000 personnes, quoi. Ouais. Je pense qu'il faut rester assez. On a toujours tendance à surestimer l'impact qu'on a soi dans les outcomes qui nous sont offerts, mais on est souvent une petite chose sur des grandes vagues, et si on a la chance de surfer les bonnes vagues, c'est incroyable et ça a beaucoup plus d'impact. Donc je pense que au niveau macro, la vague de technologie qui domine depuis une vingtaine d'années est hyper importante, et au sein de cette vague, il y a des entreprises qui s'en sortent mieux. Ouais. Donc voilà, ça donne des opportunités assez démultipliées aux personnes qui ont la chance de faire partie de ces équipes-là. Donc voilà, donc ça, je pense que c'était en commun entre Stripe et Alan, et clairement un truc que je recherche, quoi. Je suis obsédé par l'idée de me dire que Dust doit être une plateforme intéressante pour les gens qui sont les meilleures personnes à recruter et à garder dans l'équipe. Et oui, en général, la hiérarchie trop tôt, ou la bureaucratie sans trop d'explications, ou les gens qu'on récompense parce que ils prennent le travail d'autres et ils le présentent en leur nom. Enfin, c'est des choses qui attirent pas les personnes smart, quoi. Et alors, peut-être question un peu plus compliquée. Après avoir travaillé chez Stripe et Alan, quels sont peut-être des points de culture ou autres que, au contraire, tu ne veux pas reproduire chez Dust, des points faibles, aucune organisation n'est parfaite, mais voilà, des choses que tu veux, enfin en tout cas peut-être des leçons que tu as apprises sur ces organisations. Ouais. Je pense que la culture qu'on connaît de Stripe est le reflet plus de la culture des 10 premiers employés que des fondateurs. Ok. Et donc il y a localement, par endroit, une petite dissonance cognitive entre ce qu'on pense de Stripe et la façon dont Patrick et John travaillent. Et je dirais que Patrick et John sont assez confortables avec beaucoup de nuances et beaucoup d'exceptions aux règles qu'on fait. Et donc, ça, c'est intéressant, c'est de se dire, finalement, est-ce que les fondateurs sont capables de représenter exactement la culture de l'entreprise quand il y a un delta entre les deux? Pour quelles raisons est-ce que c'est arrivé? Est-ce que c'est parce qu'en fait la culture était le résultat des efforts d'autres personnes qui sont peut-être plus là? Enfin, comment est-ce que la culture est Parce que ce que tu dis, c'est que du coup, dans les 10 premières personnes qui ont été embauchées par Patrick et John, il y avait des personnalités fortes, exceptionnelles qu'on fait de Stripe. C'est plus Dara et Greg qui ont implémenté la culture de notes pour toutes les réunions, pas de meeting, communication asynchrone, transparence des emails. Tout ça, c'est plus le fruit d'exploration, d'expérimentation. Alors que les fondateurs étaient peut-être moins intentionnels sur ces sujets-là. Je pense qu'ils étaient très intentionnels. Patrick et John sont très intentionnels, mais pas forcément sur les aspects qu'on a mis en avant à certaines périodes. Et après... Mais ça, c'était un point négatif parce que pouvait y avoir des fois des petites différences entre ce que eux-mêmes faisaient et leurs actions, et finalement ce que Dara a pu ou d'autres, mettre en place. Ouais, je pense que c'est toujours plus simple quand tout est cohérent.
Et quand il y a des incohérences, il faut les expliquer. Alors, je pense que la vie est compliquée et que des incohérences, on doit en supporter, mais voilà, ça pouvait être quelque chose qui surprenait parfois et qui surprenait quand on arrivait dans des situations de décision complexes, qui n'étaient pas forcément communiquées de façon aussi transparente. D'accord. Une entreprise qui grandit vite, elle est perpétuellement en train de se poser la question de son organisation, du système nerveux qui lui permet de prendre des décisions rapides. Et c'est ces phases-là qui sont continues. Il n'y a pas de on va régler l'orga une bonne fois pour toutes et on n'en parlera plus. C'est tous les 6 mois on change d'orga. C'est un problème qui demande pas mal de doigté, pas mal de nuances et dans lequel je pense que c'est compliqué parfois d'opérer quand on raconte pas tout à tout le monde ou alors qu'on a dit qu'on racontait tout à tout le monde. Voilà. Mais je pense que c'est difficile de faire mieux. Hein. C'est ça aussi. Et chez Alan, moi j'ai démarré chez Alan en mars 2020. Donc j'ai commencé au début du Covid. Et Alan, il n'y avait pas du coup ces sujets, c'est-à-dire que Jean-Charles et Charles... Je pense que Jean-Charles a une réflexion absolument parfaite de la culture d'Alan. Ok. Charles aussi d'ailleurs à peut-être 99%. Et je pense que ouais, c'est... Donc tous les principes érigés étaient respectés à 100% et c'était lead by example et finalement... Ouais. Ok. Ouais. Je pense pas qu'on puisse les prendre en défaut sur grand-chose. Ouais. Et d'ailleurs, à ce point que je pense que parfois ça me paraissait être puriste. Et donc je dirais que parfois la nuance, elle peut être utile, quoi. Elle peut être utile et elle peut être efficace quand elle permet à des personnes qui voient les choses différemment ou qui approchent les problèmes différemment de se sentir confortable. Donc voilà, ça c'est ces deux aspects. Moi, un aspect différent aujourd'hui entre Alan et Dust, par exemple, c'est que Dust, tout le monde vient au bureau tous les jours. Okay. C'est important pour nous, c'est quelque chose que les gens qui viennent à Dust recherchent, donc c'est assez explicite. Et on n'est pas du tout en train de chercher à... Développeurs compris, qui sont souvent les plus... Ça nous ralentit dans notre recrutement, mais ça nous permet aussi d'aller très très vite quand il faut changer d'avis sur quelque chose en milieu d'après-midi, d'un bout à l'autre du bureau. Donc c'est un choix, et en effet, c'est quelque chose qui est marquant, qui est fort, qui est clivant, qui plaît pas à tout le monde. Mais c'est un choix qu'on a fait assez consciemment avec Stan, parce qu'on pensait que c'était nécessaire pour les décisions qu'on avait à prendre sur les premières années de la boîte. Trop bien. Bon, parlons maintenant un peu de Dust et un peu des débuts. Donc, tu le racontais un peu en introduction du podcast. Donc, ton cofondateur Stan travaille chez OpenAI. Il quitte OpenAI à l'été 22, donc 3 mois avant la sortie en novembre 22 de ChatGPT. Il construit en public, donc ça attise beaucoup d'intérêt. C'est comment vous décidez de vous réassocier finalement et comment vous en venez à cette idée qui du coup a changé, puisqu'à la base, je me souviens qu'on vous mettait beaucoup en compétition, pas en compétition, parce que vous étiez encore un projet naissant, mais on vous comparait à un projet LangChain qui lui un peu est resté le même depuis le début. Enfin, raconte-nous un peu la genèse et votre association et comment vous en venez à Dust. Je pense qu'avec Stan, on a toujours continué à discuter. On a toujours aimé discuter d'idées de boîtes. Ça a commencé quand on était en coloc pendant nos années d'université en Californie. Ça a continué après Totems, quand on était à Stripe. Ça a continué pendant qu'on était chacun de notre côté chez Alan ou chez OpenAI. Et d'ailleurs, l'histoire qui se répète, c'est que Stan a toujours pris la décision en premier de faire le pas, de sauter dans l'inconnu et de se mettre à construire. C'était arrivé en 2010 quand il m'avait dit « Ouais, je pense qu'il faudrait qu'on mette une boîte ». On s'était dit « Ok, on fait ça dans 6 mois ». Et puis il m'avait rappelé 2 semaines plus tard en disant « Bon, moi j'ai démissionné, donc toi tu démissionnes quand tu veux, mais je commence à construire ». Et c'était d'ailleurs, à l'époque, il a commencé à construire des morceaux d'infra qu'on a finalement enrichi de morceaux business. C'est une chance d'avoir une relation de confiance avec quelqu'un qui complète bien le tableau. Ça, je pense que c'est le constat numéro 1 qu'on avait fait avec Stan. On a pris le temps de se poser la question de savoir si on voulait remonter une boîte ensemble. Et je suis vraiment reconnaissant du temps posé et un peu conscient qu'on a pris, avec 1 ou 2 après-midi vraiment à se reposer toutes les questions. Qu'est-ce qu'on avait bien fait? Qu'est-ce qu'on avait mal fait? Est-ce qu'il n'y a pas un syndrome de Stockholm sur le fait de remonter une boîte ensemble alors qu'en fait c'était trop dur? Qu'est-ce qu'on voudrait faire différemment? Comment est-ce qu'on se dira si les choses vont pas bien ou vont pas comme on le souhaite dans les années qui viennent? Et ça a beaucoup... je pense que ça nous sert évidemment aujourd'hui et je pense que ça nous servira dans les années et les décennies à venir, mais c'était un moment assez riche parce que c'était pas la même énergie que quand on a monté la boîte la première fois où c'était vraiment... Moi, ma boîte, ça va pas assez vite. Moi, ma boîte, ça va pas assez vite. Il y a des trucs super qui se passent sur le mobile. On devrait y aller. Plus de sagesse, tu dirais, du coup, dans la réflexion. Sagesse, je sais pas si on en est là, mais en tout cas,
Ouais, la réalisation qu'il y a un coût d'opportunité, qu'on va pas en remonter 40 des boîtes, que le temps passe, qu'on a pas tout à fait les mêmes contraintes personnelles qu'on avait quand on avait pas la trentaine. Et puis aussi le fait de se dire que si on le faisait, on avait vraiment envie de construire quelque chose de grand, enfin d'assez ambitieux, donc que ça allait être dans la durée et qu'il allait falloir courir ce marathon au rythme d'un sprint, mais qu'il fallait s'y préparer, quoi. Donc je pense que de s'équiper et pouvoir se dire qu'on se faisait vraiment confiance, c'était important. Et donc l'association, je sais pas exactement comment c'est. Mais et là, vous êtes co-CEO ou tu es CEO et vous avez chacun votre domaine en fait de. Ouais, dans les articles, dans les articles, il est président et je suis directeur général. Okay. Donc je crois que d'ailleurs CEO, c'est peut-être un peu une usurpation de titre. Dans les faits, pour le langage un peu startup, je suis CEO, il est CTO. Okay. Dans le concret, il y a beaucoup de décisions qu'on prend ensemble, beaucoup de décisions où on se fait confiance et qu'on pourrait prendre l'un ou l'autre. Et nos domaines d'expertise respectifs, pour Stan, c'est évidemment la technique, l'ingénierie, la compréhension des modèles sur lesquels Dust se base, mais aussi de l'infrastructure qui permet de les rendre utiles. Et là où on se retrouve beaucoup, c'est sur les sujets produits. Qu'est-ce qui va faire la voiture de demain versus le cheval rapide de demain? Pourquoi est-ce qu'il faudrait construire comme ça et pas comme ça? Voilà, et moi, je pense que j'apporte mon expérience au contact d'utilisateurs qui sont parfois des agents pas autonomes parce qu'ils sont membres d'une organisation. Donc, qu'est-ce que ça leur apporte comme contrainte dans la façon dont ils décident d'utiliser une solution ou une autre, de se sentir libre ou contraint dans la manière de l'utiliser. Et on se parle bien. Je pense qu'on communique assez bien et les choses dont on parle, on arrive à se comprendre vite, et les choses dont on parle pas, on se fait beaucoup confiance. Donc, ça fait beaucoup gagner de temps. Et Stan avait commencé à travailler seul, puis après avec quelques personnes qu'on connaissait tous les deux. Je pense que ça m'a un peu titillé. Et puis au fond, on a eu une discussion à la fin de 2022. La conclusion était ça serait trop bête de laisser passer cette opportunité. Voilà. Est-ce qu'à un moment vous vous êtes posé la question de monter un modèle fondationnel? Parce que à l'époque, et d'ailleurs, est-ce que c'est marrant parce que les fondateurs de Alan où t'étais ont été aussi à l'origine de la création de Mistral finalement. Vous êtes avant la création de Mistral, Stan était chez OpenAI. Ouais. Est-ce que vous vous êtes posé la question de monter le modèle fondationnel IA français et Mistral avant l'heure, ou vous êtes directement dit finalement il y a déjà des géants qui sont là, nous on va se concentrer sur autre chose et on va le faire différemment? On n'a jamais voulu monter de modèle fondationnel. On a beaucoup discuté avec Guillaume, Timothée et Arthur avant qu'ils montent Mistral et avant que nous on monte Dust. Et on voulait monter un produit et eux un modèle à l'époque. Et c'était pour une des raisons simples que Stan a toujours exprimé clairement, quoi. C'est que les modèles, c'est un business. Le produit, c'est un autre business, une autre série de problèmes. Et le modèle le plus performant, qui n'est pas accompagné d'un produit qui permet de l'utiliser dans un monde complexe, il n'est pas utile, quoi. Donc c'était l'espace de problème de la couche produit qui allait vivre entre les utilisateurs et les modèles nous paraissait vraiment fascinant. Ça a toujours été et d'ailleurs Stan dira toujours, c'est no GPUs before PMF, quoi. On fera pas d'entraînement de modèle avant d'avoir parfaitement compris exactement où était la valeur du modèle et où était l'optimisation qu'on pouvait faire en créant le nôtre ou en post-trainant le nôtre, je sais pas quoi. Voilà. Mais c'est aussi une zone d'intérêt, c'est que je pense que c'est pour nous plus intéressant d'avoir du feedback tous les jours d'utilisateurs qui sont contents ou qui sont pas contents, plutôt que ces phases de recherche, de déploiement, cette course hyper impressionnante mais aussi un peu frénétique que se mènent les grands labos dont Mistral et les autres. Et alors vous lancez Dust et dis-moi si je me trompe, mais au début, le persona sur lequel vous vous concentrez, c'est plutôt un développeur et vous êtes plutôt avec l'idée de développer tout un écosystème d'outils qui vont permettre à des développeurs d'exploiter au mieux tout le pouvoir de ces modèles fondationnels, que ce soit ceux par OpenAI et autres, alors qu'aujourd'hui Dust, vous êtes beaucoup plus sur des personas business, à essayer de comprendre des métiers et de voir comment vous pouvez les améliorer et améliorer leur productivité avec des modèles fondationnels. Comment cette réflexion elle a évolué? Est-ce que tu peux nous... Le début de notre collaboration, le début du travail de Stan avant que je le rejoigne, c'était de l'expérimentation. D'ailleurs, la plateforme pour développeurs s'appelle XP0 et ensuite on a travaillé sur une extension Chrome qui permettait d'utiliser un modèle fondationnel dans le contexte des tables qu'on visitait, c'était XP1.
Et on a ensuite passé du temps sur XP2, qui était le fait de se dire que dans les entreprises, le contexte interne de l'entreprise avait pas du tout été présenté au modèle pour l'entraînement, changeait tout le temps, était absolument critique dans la génération de réponses de qualité, et que c'était à cette interface-là qu'il fallait sans doute se concentrer. Donc, on s'est arrêté à XP2, et pour l'instant, on est encore sur XP2, mais Dust, tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est simplement, voilà, on a essayé de tester beaucoup de choses très rapidement. La vision qui était assez claire assez vite, c'était justement que dans le monde de l'entreprise, il y a beaucoup de contraintes qui font qu'on peut pas piloter ChatGPT comme une appli qu'un utilisateur lambda utilise. Et il y a beaucoup d'opportunités si on utilise le contexte de l'entreprise à bon escient. Et ça nous paraissait un problème compliqué. Et donc, comme c'était un problème compliqué, c'était un problème qui valait le coup d'être résolu. Parce que si on propose à une entreprise un système opératoire qui permet à tous les membres de l'équipe d'avoir le bon contexte pour prendre les bonnes décisions, s'accélérer sur le travail et les tâches répétitives, et finalement pouvoir se concentrer sur ce qui est un peu plus rigolo ou inspirant ou utile ou créatif, tout le monde achète. Après, il n'y a plus qu'à le construire. C'est compliqué de le construire, mais en tout cas, si jamais on peut le promettre, tout le monde l'achète. Donc c'était pour nous assez clair que c'était ça qu'on voulait faire, et on s'est pas posé beaucoup la question depuis. Dans le détail, quel type d'entreprise, quel type de système opératoire, tout ça, c'est des questions sur lesquelles on continue d'évoluer, mais la vision de rendre l'interface homme-machine dans le monde de l'entreprise plus efficace, plus utile, plus inspirante, enfin vraiment plus facile à manipuler et plus pratique pour les humains qui vont continuer à avoir du boulot, parce que ça c'est notre conviction. C'est ça la mission. Alors donc Dust aujourd'hui, c'est, si je résume, comment vous exploitez au mieux les capacités de ces modèles fondationnels, et vous y liez du coup toute la donnée interne, tout le contexte de l'entreprise pour faire en sorte que chaque personne au sein de l'entreprise soit capable de tirer le mieux de ces modèles-là. Ouais. Est-ce que tu peux nous donner peut-être les top 2 ou 3 cas d'usage où aujourd'hui Dust est utilisé et où concrètement une personne va pouvoir améliorer sa productivité ou automatiser une grosse partie de son travail? C'est la question que tous les VC à qui j'ai parlé depuis 2 ans m'ont posée. Ah bah, pas de secret. Hein. Et en fait, j'y réponds un peu à l'envers parce que je pense justement que le pari de construire une plateforme horizontale, il est inspiré et nourri de la conviction que la dispersion des cas d'usage va être assez forte. Alors oui, il y a des cas d'usage prépondérants. On peut en parler soit en fonctionnel, soit en départemental. Okay. Les fonctions qui sont beaucoup utilisées, c'est la recherche dans des documents existants et la génération de réponses qui prennent ce contexte, ce qu'on appelle Retrieval Augmented Generation, le RAG. La génération de requêtes SQL sur la base de langage naturel pour faire de l'analyse de données et dire où en sont mes clients, comment est-ce qu'on a gagné en chiffre d'affaires sur le mois dernier. Donc ça, c'est un cas d'usage fonctionnel qu'on retrouve beaucoup. La prise l'analyse de grands volumes de transcripts de calls pour des équipes de vente pour voir s'il n'y a pas des choses qu'on fait bien, des choses qu'on fait pas bien, des choses qu'on pourrait comprendre pour le produit, pour améliorer en interne. Voilà, ça c'est fonctionnellement l'extraction de données de sources non structurées pour en sortir des données structurées. Et alors dans ce cas-là, Dust est capable d'aller lire, on va dire, du contenu texte, de Notion, de PDF, mais comme tu le disais, l'exemple des revenus, c'est que Dust est aussi capable d'aller requêter ou alors lire de la donnée peut-être dans des outils comme Pennylane ou des outils de revenu management pour comprendre des chiffres en fait. Oui, ou plus généralement dans des bases de données, quoi, dans des sources de données structurées où la manière de prendre la donnée, c'est pas de faire de la recherche sémantique et de dire est-ce qu'il y a des mots qui ressemblent à chiffre d'affaires dans ce document, et si jamais oui, dans ces cas-là, donne-moi le chiffre qui est à côté, mais plutôt dire ok, je veux dans la colonne chiffre d'affaires la valeur pour le mois de avril 2025. Ça, c'est la façon dont on requête des bases de données structurées, mais tout le monde ne sait pas requêter des bases de données structurées. Et d'ailleurs, la plupart des personnes dans les entreprises ne savent pas le faire, donc elles se retrouvent bloquées quand elles ont besoin du chiffre. Et ça, c'est une source d'efficacité, de productivité extrêmement concrète qui est utilisée chez 100% de nos clients, par exemple. Donc, par exemple, là, ce cas-là, c'est permettre à n'importe quelle personne dans l'entreprise d'aller requêter de la donnée revenu sans être capable d'écrire du SQL, par exemple. Exactement. Données revenus, données utilisation produit. Tiens, j'ai un call avec mon client. Est-ce que tu peux me faire un rapport sur la façon dont il a utilisé notre produit sur les 3 derniers mois? Est-ce que tu peux me suggérer les features dont il pourrait se servir étant donné l'industrie dont il fait partie et la manière dont les autres clients dans cette industrie se servent de notre produit?
Voilà, les exemples un peu classiques de requêtes de données quantitatives. Mais ça peut aussi être faire des calculs sur ces données. Donc, extrapole sur notre performance des 3 derniers mois, la manière dont tu penses que le chiffre d'affaires évoluera si jamais la croissance mensuelle reste la même. Voilà. Il y a une partie d'extraction de données, puis ensuite une partie de calcul formel. Donc, c'est des choses qu'on peut orchestrer avec Dust. Et alors, d'un point de vue stratégique, comment parce que donc il y a des Dust, vous arrivez, votre proposition de valeur auprès d'une entreprise, c'est de dire, on se connecte à toutes vos données internes et on va vous permettre d'exploiter au mieux l'IA générative pour améliorer votre fonctionnement interne. Ouais. Tu as des entreprises qui vont être plus verticalisées, qui vont typiquement utiliser des LLM pour les avocats en interne. De plus en plus d'outils dans la sales tech, vont permettre d'enrichir par exemple le CRM automatiquement ou d'analyser les scripts de call. Comment tu vois ce monde évoluer entre des solutions horizontales comme Dust, comme il y a Writer par exemple aux US dont on beaucoup parlé, ou Glean qui j'imagine est aussi un de vos concurrents, mais entre des outils horizontaux comme ça et des outils verticaux, est-ce que finalement les deux types de play vont pouvoir gagner? Est-ce que tu penses qu'à la fin, en fait, une entreprise, elle voudra, il y aura de la valeur à avoir un seul outil Dust horizontaux parce que tu auras accès à l'exhaustivité de la donnée et que tu veux pas qu'en fait ton entreprise, tes employés jouent avec des dizaines d'outils. Enfin, comment tu vois ce marché évoluer? Ouais. C'est des hypothèses, hein, donc on se remet en question tous les mois au moins pour voir si c'est des hypothèses qui sont invalidées, mais la façon dont on voit les choses, c'est que les outils verticalisés sont beaucoup plus faciles à vendre. Vendre à une équipe de sales un outil qui va automatiser ou accélérer une partie du processus de sales, c'est un problème bien identifié, une solution qui est facile à évaluer et un produit qui est facile à mettre en place. C'est des solutions qui existent, celles qui utilisent des LLM existent depuis assez peu et font des chiffres d'affaires mis en blanc en très peu de temps. Enfin, on pense à des boîtes qui sont passées de 0 à 50 millions d'ARR rapidement. Je pense qu'il faut toujours se rappeler que quand c'est facile à créer, c'est facile à créer pour tout le monde, et que quand on automatise une partie très précise d'un processus d'une entreprise, on est aussi plus facile à comparer par rapport à un autre acteur. Donc nous, chez Stripe, quand on faisait quand on proposait, quand on essayait de gagner des gros clients, on était souvent mis en concurrence avec d'autres systèmes de paiement et il y avait un peu de manière transactionnelle, jamais de promesse de nous donner l'intégralité de leur paiement. Ils nous disaient, bon, on vous donnera 30%, puis si vous performez bien, on vous donnera 35%, puis on vous dira semaine après semaine, on vous donnera ce qui a bien marché. Donc je pense que la compétition à moyen terme sur les solutions verticalisées, elle va être assez intéressante, mais je vois pas comment ça finit pas en guerre des prix assez agressifs, puisque finalement une entreprise va pouvoir toujours dire, bah attendez, moi vous me le proposez à 10 000, je vois que le voisin il le fait à 9 000, moi je peux les comparer, elles sont à peu près équivalentes, qu'est-ce que vous faites? Donc ça c'est par rapport aux solutions verticalisées, et pour l'instant j'ai l'impression que on n'a pas encore invalidé cette hypothèse. Alors c'est vrai qu'on vend peut-être moins vite, mais je pense que quand on est implémenté dans une entreprise, on est intégré de façon plus profonde dans l'intégralité des flux qui sont justement pas silotés entre les différentes divisions. Le pari de Dust, c'est de penser qu'il y a énormément de potentiel à faire circuler l'information mieux entre les ingénieurs et les sales. Alors, vendre un outil qui améliore la vie des ingénieurs à un sales, ça ne marche pas. Mais utiliser les call transcripts de sales pour dire à un ingénieur, tiens, le produit dont les sales ont parlé cette semaine a l'air de quand même être vachement mentionné alors que nous on l'a pas priorisé, ça serait peut-être intéressant de regarder. Ça, c'est hyper utile. Donc on a une contradiction entre le modèle de distribution et le modèle de valeur. On serait pas capable de distribuer ce produit-là verticalement, mais on sait qu'il a énormément de valeur. Voilà, donc l'autre promesse, c'est aussi de se dire que le contexte a énormément d'importance. Vraiment comprendre à un moment donné ce que fait l'entreprise, en quoi elle croit, quelles sont ses priorités, qu'est-ce qu'on a changé dans les 3 derniers jours, comment est-ce qu'on veut opérer dans tel ou tel marché. Bah, c'est compliqué à construire en n'ayant accès que à la source de données d'une verticale, d'une fonction, de l'équipe légale, de l'équipe sales, etc. Donc ça, c'est l'autre pari, c'est de se dire que c'est un peu compliqué d'avoir accès à ce contexte qui finalement est la source primaire de productivité, d'efficacité, de valeur, si elle est bien diffusée dans les agents, voilà, dans les solutions produits. Et voilà, et ça et ensuite, je pense que quand on est un acheteur, eh ben, aujourd'hui, on est un acheteur, on est submergé d'offres verticalisées. À chaque fois, les offres disent, il faut qu'on se connecte à vos sources de données. Donc, à chaque fois, il faut ajouter un sous-processeur. Il faut mettre à jour ses contrats avec ses clients clés parce qu'on a promis de mettre à jour ses clients quand il y avait un nouveau sous-processeur.
Donc d'un point de vue sécurité, on se pose quand même la question de savoir à combien de sous-processeurs on veut donner sa donnée et comment est-ce qu'on distribue ou on mitige ce risque. D'un point de vue financier, les solutions verticalisées, elles utilisent des composants qui sont les mêmes. Donc un humain qui travaille dans l'entreprise, qui veut faire de la productivité dans Notion, et puis ensuite de la productivité pour un call de sales, et puis ensuite de la productivité dans Slack, eh ben en fait c'est la même technologie qui va être utilisée. Donc est-ce que ça vaut vraiment le coup de payer 3 abonnements? Donc le CFO, je pense qu'il a des questions à se poser. Et après, en termes d'utilisation dans le temps, d'engagement et d'adoption, le COO ou la COO va se dire, maintenant, je vais faire combien de training, à combien de personnes, sur combien de produits pour arriver à ce que tout le monde sache se servir des outils qui vont nous accélérer dans tous les sens. Donc ça, c'est un peu le troisième pari, c'est le pari de la stabilité d'une interface qui, par rapport à l'acheteur, dit, on peut continuer à construire dans le temps sur une plateforme dont l'extensibilité va progresser, ça c'est notre travail, mais pour arriver à couvrir nos bases et explorer les nouveaux cas d'usage qui seront peut-être propres à notre entreprise et qu'aucune solution verticale n'ira couvrir. Voilà. C'est plus dur de faire une plateforme, mais quand on réussit, c'est souvent une position confortable. Sur le long terme, non, clairement. Et donc aujourd'hui, c'est qui un peu vos clients? C'est tout type d'entreprise. Est-ce que j'ai vu que vous aviez beaucoup de scale-up, enfin de grosses entreprises, mais vous avez annoncé par exemple Doctolib, je crois cette semaine en client. C'est beaucoup d'entreprises de la tech ou vous avez aussi des entreprises plus traditionnelles? Le profil de client idéal pour nous, c'est 3 choses. La première, c'est que les dirigeants sont assez convaincus de la révolution qui est en cours et ont très envie de déployer rapidement des solutions qui permettent à leurs équipes d'en profiter. Ça, c'est la condition numéro 1. La condition numéro 2, c'est qu'ils aient des outils pour lesquels on est un fit. Donc, on a plutôt construit des connecteurs avec des outils qui sont utilisés par des scale-up que par des cabinets d'avocats traditionnels. À ce jour, on continuera de progresser, mais ça, c'est différent. Et ensuite, une question de taille d'équipe. Je pense qu'on est plus attirant pour des entreprises dont les équipes sont déjà à une certaine taille, où le problème du chaos d'informations en interne, de divisions qui se parlent pas, de priorités qui sont pas discutées au bon endroit est très concret. Donc ça, c'est immédiatement applicable. Et ou des entreprises qui grandissent très vite et qui ont besoin de se remettre en question tout le temps et qui se disent ok, nous on n'est pas là pour essayer de réduire la taille des effectifs, on est là pour essayer d'embaucher différemment à l'avenir avec cette technologie en tête. Aujourd'hui, c'est plutôt des entreprises qui sont tech forward, donc Doctolib, Miracle, Alan, Penny Lane, Conto. Et comment tu sens la maturité peut-être d'entreprises comme les grandes banques, les assurances, les gros retailers, ces entreprises-là? Tu penses que aujourd'hui, vous avez commencé avec des entreprises tech parce qu'elles avaient naturellement beaucoup plus d'appétence, de volonté à tester, donc c'est allé extrêmement vite avec elles. Mais que ces banques, ces assurances, tu comptes les adresser bientôt? Tu penses qu'il y a encore un peu de temps avant qu'elles prennent conscience? Enfin, j'ai l'impression qu'elles sont aussi conscientes, ces entreprises, que l'IA va arriver, va bousculer leur manière de travailler. Je crois que c'est la Société Générale ou une grande banque française qui a annoncé un lab IA cette semaine encore. Comment tu vois Enfin, tu discutes avec elles, où est-ce que vous en êtes? Ouais. Je sais pas quelle banque a annoncé un lab, mais je repense au truc de Clémenceau, quand on enterrait une proposition, on crée un comité. Alors, les grandes entreprises, elles sont très conscientes du problème. Je pense que sur la première proposition, les dirigeants sont convaincus que ça va avoir de l'impact. Check. Sur les outils, il y a pas mal de différences, et en particulier, c'est des entreprises qui ont mûri dans le temps avec des systèmes d'information qui sont très souvent très silotés et parfois et souvent vieillissants. Donc ça crée des contraintes sur la vitesse et la qualité de la circulation d'informations qu'on peut obtenir vite. Et donc je pense qu'en général, c'est des sociétés qui vont regarder des scénarios d'automatisation plutôt que des scénarios d'augmentation, parce que l'augmentation, c'est un peu plus difficile à définir et en général, c'est un peu moins formalisé. Je fais des généralités, mais nous, ce qui nous obsède, c'est l'adoption, c'est le fait que le produit soit utilisé, qu'on puisse progresser avec nos utilisateurs. Donc entre 2 clients, je préfère largement le plus petit qui déploie demain au plus gros qui déploie dans 6 mois. Et je pense que les hésitations de certains grands groupes, contraintes par de la réglementation, une position publique, des systèmes de décision en interne, font qu'on ne travaille aujourd'hui pas encore avec des entreprises du CAC 40. À l'avenir, on adorerait le faire, mais je pense que ça sera à condition qu'on puisse leur proposer notre solution, que cette solution soit comprise comme ayant de la valeur et qu'on soit pas transformé en société de services déguisée. Ce qui, à mon avis, est le problème des entreprises dans l'IA qui vont parler à des grands groupes aujourd'hui, qui veulent pas lâcher ces sources de revenus parce qu'elles sont extrêmement attirantes, mais qui du coup sont obligés de faire énormément de compromis avec leur vision produit initiale. Donc soit elles-mêmes, soit avec des boîtes de services. Tu penses à des entreprises comme Dataiku, par exemple, ou...
Alors, je connais pas je pense que Dataiku parle à des plus grosses entreprises, donc je pense qu'il y a une partie de leur business qui est aussi dans le service, mais je pense aujourd'hui à Mistral. Ouais. Mistral déploie auprès d'entreprises du CAC 40, mais il y a aucune entreprise du CAC 40 qui adopte Mistral tel quel. C'est pas un câble Mistral qu'on branche. C'est sûr qu'il y a beaucoup de services qui font la transition entre les deux. Et dans certains cas, ça va être intéressant pour Mistral de travailler avec ces entreprises main dans la main pour co-construire des solutions qui seront peut-être uniques et hyper adaptées. Nous, on est plutôt sur, encore une fois, on n'est pas sur les scénarios où l'IA va être mise dans le produit de l'entreprise. On est plutôt sur la plateforme qui va permettre à tous les employés de travailler ensemble. Donc, on apprend des clients qui utilisent déjà le produit. On peut fournir l'expertise qu'on a ressortie de cet apprentissage aux clients N+1. Et c'est ça que les gens achètent quand ils achètent Dust. En fait, c'est la promesse de bénéficier d'un produit qui s'est quand même déjà beaucoup nourri de dizaines, de centaines de milliers d'utilisateurs qui ont tapé dans tous les coins et qui nous ont fait pas mal de feedback sur ce qu'on pouvait améliorer depuis 2 ans. Alors Dust, vous l'avez donc vous êtes tous les deux, Stan et toi, basés en France. On en parlait juste avant l'interview. Vous avez déjà une petite équipe aux US. Est-ce qu'on a une chance dans l'IA en ayant commencé en France? Est-ce que Dust a encore une chance de devenir un des grands de l'IA en commençant en France? Non, Maxime, Dust est foutu. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis venu sur ce podcast. Ouais, c'est une question complexe, donc il faut, à mon avis, la découper. Qu'est-ce qu'on veut dire par l'IA? Qu'est-ce qu'on veut dire par en France, quoi? Créer un labo comme Mistral de rang mondial en France, c'est plus dur que de le créer aux États-Unis. C'est pas impossible. C'est parfois même favorisé parce que si on est un champion français, on peut bénéficier d'effets de bord, en étant mis en avant comme le champion français. C'est d'un intérêt stratégique pour les pays qui ne sont pas les États-Unis ou la Chine de bénéficier de solutions qui sont souveraines. Donc ça peut être intéressant. Pour les autres, c'est pour les autres labos, ça restera peut-être compliqué. Donc on verra comment les autres labos continuent de progresser. Mais c'est pas des entreprises qui se voient nécessairement comme des entreprises françaises. Donc après, la question, c'est où est-ce qu'elles vendent. Et là où elles font leur R&D, finalement, c'est peut-être secondaire. Je pense à Photoroom, c'est une entreprise qui a toute sa R&D en France. La majorité de son chiffre d'affaires est pas généré en France. Donc c'est fondamentalement une entreprise d'IA. Elle fait de l'édition photo avec de l'IA pour permettre à des entreprises comme à des particuliers d'améliorer les photos et les processus liés aux photos qu'ils ont au quotidien. Voilà. Est-ce qu'elle est en France? Je sais pas. Ça dépend comment on regarde, quoi. Il y a beaucoup d'entreprises européennes qui ont développé commercialement, qui se sont développées très vite aux États-Unis et qui ont gardé une grosse partie de leur R&D en France. C'est pas perçu comme un désavantage d'avoir sa R&D. On parlait de Dataiku, qui est quand même un succès exactement extraordinaire. Je pense que Dataiku c'est un exemple, Datadog c'est un exemple, et on peut en citer plein d'autres sur la scène de l'IA Summit. Alors, est-ce que peut-être tourner autrement, est-ce que tu sens que aujourd'hui sur des deals, je ne sais pas si vous avez déjà des clients aux US, est-ce que le marché US est plus compétitif aujourd'hui qu'en France? Parce que j'imagine qu'en France aujourd'hui, je vois pas de concurrent à Dust. Je pense que vous avez un boulevard. Aux US, il y a quelques noms qui sont présents. J'ai l'impression, et dis-moi si je me trompe, que pour devenir un des géants mondiaux sur votre secteur, qui est du coup la GenAI, positionnement horizontal et mettre ces technologies d'IA dans les mains de tous les employés de boîte, il va falloir, Dust dans 5 ans fera une grosse partie de son revenu dans 2 ans, aux US, dans 18 mois, okay. Je pense. Et donc plus de compétition, plus de compétition, mais aussi plus de facilité à l'achat. Les budgets sont toutes proportions gardées plus élevés. Les gens achètent plutôt plus vite. À taille d'entreprise égale, les gens achètent de façon plus autonome. Donc les processus d'achat sont parfois simplifiés et accélérés. Il y a une plus grande volonté d'exploration, je pense. C'est à la fois un avantage et un inconvénient parce qu'on a parfois un peu le chaos. On parle à une scale-up de 5000 personnes aux États-Unis. Les fondateurs sont incapables de dire combien il y a de produits IA en pilote ou à acheter. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est que ceux qui gagneront seront ceux qui prouveront la valeur. Je pense que c'est très très vite. Les gens vont revenir à du ROI. C'est des acheteurs assez sophistiqués, assez intransigeants et sans pitié quand ça marche pas. C'est à la fois un nouveau marché pour le développement commercial et pour le produit d'ailleurs. C'est ça qui est intéressant, c'est que je pense que les États-Unis achètent différemment et ils achètent des choses différentes. Donc ça sera une question pour Dust. Comment présenter la plateforme pour qu'elle réponde facilement aux questions que se posent les décideurs dans ces entreprises-là. Donc oui, évidemment, on mettra énormément de l'accent sur... Il n'y a pas de succès
pour Dust à la hauteur de l'ambition qu'on a placée sans succès aux États-Unis. Ouais. Là, vous avez déjà des premiers clients aux US, il me semble. On travaille avec des entreprises comme Watershed, par exemple, donc qui est dans la lutte contre le changement climatique en permettant à des entreprises de comprendre exactement d'où viennent leurs émissions carbone et qui accompagne du Fortune 100, enfin je sais pas, parmi les plus grosses entreprises au monde. On travaille aussi avec Front, alors qui est une entreprise basée aux États-Unis mais avec une histoire partagée avec la France. On travaille aussi avec Clay. C'était intéressant parce que tu parlais de petites entreprises verticalisées. Ah oui. Clay, c'est une entreprise qui utilise l'IA pour vendre un écosystème, enfin en tout cas un cockpit de sales enablement à des entreprises. Et pour leur sales enablement, ils utilisent Dust en interne. Donc c'est une entreprise dont le produit fait de l'IA verticalisée pour les sales et qui ont besoin d'une plateforme horizontale en interne comme Dust. Bah oui, parce que leurs problèmes sont exactement ceux des clients qu'on essaie de servir. C'est une entreprise qui grandit très vite, qui a beaucoup de succès, qui a compris où était sa valeur dans le marché, qui se concentre sur ses compétences clés et qui délaisse le reste parce que c'est pas son job de construire un énième Clay GPT en interne comme on a vu trop d'entreprises le faire parce que 3 ingénieurs se battent depuis la sortie de ChatGPT pour en avoir la paternité en interne, quoi. Il y a une rationalisation chez ces clients-là de ce qui est à construire et de ce qui est à acheter. Très clair. Et aux US, face à qui vous êtes, enfin, aujourd'hui, face à qui vous êtes en concurrence, et c'est qui tes principaux concurrents, tu penses, est-ce que c'est, alors plus tard, si tu vas sur le segment plus gros corporate, c'est Microsoft, bon après Microsoft, ils font tout, mais qui distribuent leur propre, qui intègrent les LLM de OpenAI et qui distribuent leur propre copilote. Est-ce que c'est des entreprises, moi dans les 2 entreprises qui font un peu parler d'eux, t'as Glean et t'as Writer. Est-ce que tu les considères comme c'est quoi un peu l'écosystème dans lequel tu te situes toi aux US? Ouais, je pense que tout est nuancé parce qu'on est tous obsédés de produits, donc les gens vont dire mais ça a l'air d'être la même chose et les fondateurs vont dire mais ça n'a rien à voir. Ouais. Donc Glean pour moi c'est un produit de recherche documentaire en entreprise qui a très bien pris le virage GenAI. C'est une entreprise qui existe depuis 6-7 ans. C'est ça, ils étaient là depuis très longtemps. Ouais, et qui a décollé parce que le problème de l'accès aux informations en interne a mûri. Il y a beaucoup de fondateurs de boîtes de recherche documentaire en interne qui n'ont pas marché, qui se tapent la tête contre les murs pour comprendre pourquoi ça a marché pour Glean. À l'époque où j'étais chez Ballerton, on disait que c'est un secteur qui ne marchera jamais parce que trop compliqué d'accéder à toute l'information. Il y a des enjeux de sécurité, j'imagine, des enjeux de... Voilà, c'est une équipe extrêmement forte qui avait résolu ce problème en interne à Google, donc ils ont tout à fait les compétences pour le faire. Aujourd'hui, je pense que Glean parle peut-être à des clients plus gros que nous. Quand on leur demande comment ils se servent de Glean, ils nous disent bah c'est pour faire de la recherche documentaire en interne. Quand on leur demande s'ils utilisent la partie GenAI de Glean, c'est moins courant. Et quand on leur demande s'ils utilisent Glean pour créer ou orchestrer des flottes d'agents qui vont permettre d'augmenter le travail dans des conditions un peu cross-fonctionnelles, là il y a pas grand monde qui répond oui. Donc je pense que c'est un produit différent. C'est un produit qui marche très bien, c'est un produit qui a une équipe très grosse et qui peut toujours décider de faire demain exactement la même chose que Dust, hein, mais ça c'est ce qu'on disait toujours de Google il y a 10 ans. Mais pour moi c'est un produit fondamentalement différent. Writer, c'est un produit qui a démarré en vendant des services surtout aux équipes marketing à des très 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 gros clients, donc qui parlent de L'Oréal comme un gros succès client. La pénétration de Writer au sein des équipes des entreprises dans lesquelles est distribuée est plutôt plus faible. Nous, on est dans des entreprises où on est parfois utilisé par 80% des employés tous les jours. Donc c'est plus proche d'un système de messagerie interne que d'un système pour des fonctions précises ou pour des équipes précises. Et puis en plus, eux, j'avais l'impression qu'ils mettaient beaucoup en avant d'avoir développé leur propre modèle aussi. Là où vous, le positionnement d'un Dust, c'est de dire on fait la partie produit, mais la partie modèle, on prendra le meilleur de ce qui existe sur le marché. Vous vous intégrez aujourd'hui à tous les modèles du marché, que ce soit DeepSeek, le Mistral ou... Anthropic, OpenAI, Gemini. Les modèles qui marchent, quoi. Les modèles dont on a du feedback positif dans le marché, que nos clients nous demandent d'intégrer. On n'a pas d'opposition religieuse à ajouter un modèle, c'est juste qu'on n'en ajoutera pas 200 juste pour en ajouter 200, on ajoute ceux que nos utilisateurs veulent. Et en effet, je pense que le pari qu'on fait, c'est que construire son propre LLM aujourd'hui, ça n'est pas une bonne idée quand on n'est pas un labo fondamental. Voilà. Et que la différenciation des modèles pour la plupart des cas d'usage, pour la plupart des utilisateurs, ne sera pas évidente. Donc, voilà, si jamais je fournissais
une machine, je m'embêterai pas à fabriquer mon électricité aussi en disant regardez, c'est ma machine avec mon électricité, elle est parfaite à 50 Hz, 220 volts, parce que j'ai l'impression que l'acheteur me dirait ok, comme beaucoup d'électricité dans le monde, non? Et ça, c'est notre vision. Ouais. Et c'est pas dit, hein, on peut peut-être se tromper, mais je pense que pour des raisons technologiques et de contraintes de marché, c'est assez évident qu'on va dans une direction où certains modèles très puissants seront utilisés pour des tâches très complexes, certains modèles moins puissants seront utilisés pour des tâches moins complexes. Dans le monde de l'entreprise, il y a beaucoup de gens qui passent beaucoup de temps à faire des tâches pas très complexes, et donc à complexité égale, les équipes de ces entreprises vont devoir baisser le profil de risque de ces solutions, et donc vont chercher à utiliser leurs propres modèles, utiliser des modèles embarqués sur le téléphone ou sur l'ordinateur de l'employé quand il manipule des données sensibles, etc., etc. Donc on est plus dans une situation où on va avoir besoin d'accéder au meilleur modèle ou au modèle le plus adapté pour un cas, et où il faut une couche de routage entre les modèles et l'utilisateur. Ce qui est un peu finalement l'histoire de Stripe, hein. C'est aussi fournir une couche compréhensible aux utilisateurs qui fasse abstraction de la complexité de ce que sont les paiements au niveau mondial. Donc là ce qu'on voit, enfin, il y a beaucoup d'experts en IA qui disent que donc on a grosso modo, on commence à avoir épuisé tout le training dataset du contenu sur Internet, que l'innovation qu'on voit sur les modèles sortis par OpenAI, elle vient plutôt de ce qu'on appelle le test time compute. C'est donc c'est-à-dire qu'en fait tu vas utiliser plus de puissance de calcul au moment de l'inférence pour faire agir des agents entre eux, plutôt qu'avoir un modèle surpuissant qui est hyper intelligent. Et donc cette tendance-là, elle, comme tu le disais, elle amène à avoir plus de modèles spécialisés. Est-ce que ça veut dire aussi qu'un acteur comme Dus va pouvoir être amené peut-être pour un client très précis qui va avoir son use case, à aller vers de l'entraînement de modèles, ou ça pas du tout? Quand on parle d'entraînement, tu veux de post-training, de fine-tuning? Ouais, de post-training, on parle de human reinforcement learning, ce genre de choses, où pour le moment, c'est pas du tout d'actualité, vous êtes vraiment sur l'orchestration. Je pense qu'il y a eu pendant quelques années, il y a eu pas mal de temps perdu sur l'idée de fine-tuner à tout prix ces modèles. Okay. Je pense que beaucoup d'entreprises qui l'ont fait avaient pas compris que la génération suivante de modèles allait de toute façon dominer en performance un modèle fine-tuné qu'ils avaient construit. Donc c'était clairement pas une super bonne stratégie pour les années passées sur beaucoup de scénarios. Sur certaines tâches extrêmement précises où l'automatisation est le but et où il y a énormément de contenu idiosyncratique interne et sur lequel l'entreprise peut entraîner, il y a théoriquement des cas où ça a du sens d'entraîner ou de fine-tuner. Et je pense que le fine-tuning, on en entendait un peu plus parler à la fin de l'année dernière. Est-ce que ça va devenir une année où le post-training, fine-tuning va avoir plus de valeur parce qu'on va voir des gains en productivité? C'est possible. Mais dans un scénario d'agent, faut quand même se rappeler qu'il y a plein de points où ça peut ne pas bien se passer qui n'ont rien à voir avec le modèle, quoi. Quand je pose une question à un agent et que je lui demande de faire une tâche, est-ce que j'ai pris le bon agent? Est-ce que j'ai posé la bonne question? Est-ce que j'ai accès aux sources documentaires qu'on m'a dit que je pouvais utiliser pour ce workflow? Est-ce que c'est le modèle qui s'est trompé? Est-ce que le modèle était juste mal configuré en température? Enfin, et ça, cette équation de Drake de la performance d'un agent, elle est complexe à comprendre et c'est pas dit que dans la plupart des cas, ça soit la faute du modèle. Donc je pense que je regarderai ça de façon un peu circonspecte, mais on sera toujours à l'écoute de nos utilisateurs qui nous disent on a besoin de plus de performance ici et on pense que le post-training c'est la solution. La structure de Dus permettrait évidemment de brancher un modèle spécifique qui tourne sur une instance dédiée pour un cas précis. C'est vrai que pour le moment c'est pas le cas forcément, parce qu'en fait modèle après modèle, les incréments de performance étaient tels que ça ne faisait pas encore sens, entre guillemets, de prendre un modèle. Sur les cas d'usage pour lesquels Dust est principalement utilisé. Okay. Encore une fois, je pense qu'il y a des cas très haut volume où on pouvait faire des gains en pouillème de pourcentage qui valaient le coup et où ça avait totalement du sens de le faire. D'ailleurs, je pense que Mistral le fait avec certains de ses clients sur des cas où ça a du sens. Il ne le ferait pas si ça n'avait pas de sens. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis janvier, on entend moins parler de fine-tuning parce qu'on entend parler de reasoning, et donc maintenant on rentre dans un paradigme où on se rend compte que des modèles avec des capacités de raisonnement plus approfondies, ça pose de nouvelles questions. Ça pose la question de la latence. Est-ce que je vais rester 10 minutes à regarder un petit truc qui tourne sur mon ordi en me disant qu'il faut attendre la réponse? Ça pose la question de l'autonomie. Est-ce que l'agent va réussir à faire des actions? Est-ce que j'ai envie qu'il fasse des actions? Est-ce que j'ai envie d'être consulté avant qu'il fasse des actions? Toutes ces questions-là, c'est des questions de produits, c'est pas des questions de modèle. C'est des questions qui sont finalement liées
au contrôle que les humains veulent avoir dans l'exécution des tâches dont ils sont responsables dans une entreprise. Donc ça, c'est intéressant pour nous parce que je pense que ça ouvre une phase où l'année de l'accélération en 2024, peut-être que c'est l'année de l'orchestration en 2025. Et l'idée que maintenant, on va devoir vraiment raisonner en équipe à se dire, OK, on a une flotte d'agents à notre disposition. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Comment est-ce qu'on les staffe? Qu'est-ce qu'on leur fait faire aujourd'hui? Comment est-ce qu'on fait le point avec eux? À quelle heure est-ce qu'on se revoit? Et tout ça. Voilà. Donc ça, c'est clairement une des tendances assez importantes et intéressantes en ce moment. Et DOS, d'ailleurs, vous gérez donc les LLM, les modèles appliqués au texte. Vous utilisez des modèles sur de la vidéo, sur de l'audio. Est-ce que c'est quelque chose qui est sur votre roadmap? Alors on n'utilise pas encore de modèle de traitement de vidéo, mais on a des clients qui le font en amont de l'inclusion de la donnée qui en résulte dans le contexte de Dust. Nous, pour nous, encore Dust, l'idée, c'est est-ce que la donnée est en contexte, est-ce qu'on peut y accéder? L'audio, c'est une bonne question. Je pense que l'audio ça a beaucoup de possibilités. Pour moi, c'est une solution très riche parce qu'elle est assez naturelle, elle est très facile. Pour les gens occupés, généralement les dirigeants, c'est une façon simple de déléguer des tâches. Depuis très longtemps, on le faisait avec un dictaphone avant donc je pense que c'est une interface hyper intéressante. C'est en fait aussi une interface qui permet d'augmenter la performance des agents parce que en général, quand on parle, on se répète, on dit plein de choses, on donne beaucoup de contexte, on donne beaucoup de tokens et donc en fait, on peut augmenter la qualité du workflow. Donc ça, je pense que c'est un truc qu'on regarde. Et genre, aujourd'hui, Dust, parce qu'aujourd'hui, sur tous les Zooms, les calls, vous avez accès à cette donnée-là, ou alors vous vous intégrez à des solutions qui font la retranscription de ces conversations? On reçoit tous les transcripts de toutes les solutions auxquelles nos clients décident de nous connecter. Ok. Voilà. Donc nous, on voit un transcript et on voit des liens qui permettent de renvoyer au moment de la vidéo quand c'est intégré comme ça. Ouais. Voilà, on est une semaine après l'AI Summit qui a réuni tout le gratin mondial de la tech, des politiques en France. Mistral qui a beaucoup été mis en avant parce qu'ils ont sorti leur modèle B2C, enfin leur produit B2C, le chat à ce moment-là. Qu'est-ce que t'en retires toi de cette semaine-là? Est-ce que ça peut avoir, ça a eu un impact sur Dust? Est-ce que ça en aura? Moi, je trouve que c'est positif. Moi, je trouve que c'est clair que la France a une carte à jouer dans cette révolution technologique. On est bien placé. Alors, on est peut-être moins bien placé que les US ou la Chine, mais on est plutôt mieux placé que pas mal d'autres acteurs mondiaux, et donc autant en profiter. Et pour moi, c'était une belle façon de repasser ce message-là, on a des choix à faire au niveau politique, au niveau national, qui guideront notre capacité à participer à cette course technologique. Si tu étais politique, qu'est-ce que tu changerais aujourd'hui pour que la France rattrape son retard sur les US? Il n'y a pas énormément de choses qui sont pas déjà en train d'être faites que je ferais. C'est juste que parfois il faut du temps. Mais les meilleurs modèles aujourd'hui, le paradigme, c'est que c'est les meilleurs chercheurs qui ont accès, ou qui créent les meilleurs algorithmes sur le plus grand nombre de puces. On n'a pas d'entreprise française qui permette de construire de bout en bout des puces. Donc l'idée, c'est que à horizon 20 ans, on n'arrivera pas à le faire, donc on va être obligé de les acheter. Mais on peut les faire tourner en France parce qu'on a de l'électricité décarbonée qui est assez pilotable. Donc ça, c'est un atout. Et donc maximiser l'utilisation de cette énergie bas carbone pilotable pour la mettre à disposition de centres de données qui vont ensuite permettre à des chercheurs en France ou à des entreprises en France d'entraîner ou de faire de l'inférence, ça me paraît intéressant. Au niveau européen, je pense qu'il faut, c'est intéressant qu'on fasse le point sur les rapports de collaboration ou de force entre les différentes puissances, parce que on n'a pas tous les mêmes atouts dans cette course. Donc, est-ce qu'on fait tous pour un pour tous? Est-ce qu'on fait pas ça? Comment est-ce qu'on en discute? Qu'est-ce qu'on en retire si nous on est plutôt bien placé et qu'on emmène les autres? Ça c'est pour moi les gros défis. Mais je suis pas politique. Alors, qu'est-ce que tu penses de il y a 2-3 semaines, DeepSeek a un peu émergé ils existaient depuis longtemps, mais disons que ils ont fait les gros titres parce que ils ont notamment annoncé, dans les benchmarks face au modèle d'OpenAI, ils arrivaient à être on par sur différents benchmarks en ayant, paraît-il, dépensé uniquement 6 millions sur le training de leur modèle. Une semaine après, juste pendant l'AI Summit, le chat que j'ai pu tester et qui semble quand même assez performant. Sur la couche fondationnelle, comment tu vois le
le marché évoluer? Est-ce que tu penses que tout est joué et qu'en fait OpenAI a trop d'avance? Est-ce que tu penses que c'est l'open source qui va gagner avec DeepSeek, avec Mistral? Comment tu vois? Est-ce que du coup c'est une course un peu à l'échalote avec énormément d'entreprises qui investissent massivement et finalement tout va finir par se commoditiser et que 2-3 acteurs vont empocher une grosse partie de la mise avec, comme aujourd'hui on utilise 3 ou 4 principaux cloud providers? Comment tu vois les choses se faire? Sur le paradigme de modèle actuel, plus gros, c'est mieux, en gros. Donc les plus gros ont plutôt plus d'avantages, et c'est compliqué de commencer quand on est petit. Mais il n'est pas dit que le paradigme actuel suffise à sous-tendre le progrès qu'on attend des dizaines d'années à venir, quoi. Donc je pense que la course, elle n'est pas finie, puisqu'il y a encore la possibilité de trouver des manières plus efficaces d'utiliser des puces en silicium pour faire des calculs complexes qui permettent de fournir de l'intelligence à tout le monde. Et donc la recherche fondamentale et les labos de recherche, le classement d'aujourd'hui est vraiment pas forcément le classement de demain. D'un point de vue économique, j'ai l'impression que les labos qui sont nés de cette révolution et qui ont pris une longueur d'avance ont en effet cet avantage de marque et ce positionnement. Mais si jamais la commoditisation des modèles pour lesquels ils sont connus est avérée, comment est-ce qu'ils vont se soutenir commercialement par rapport à des entreprises qui ont les reins plus solides? Je pense à Google qui, à mon avis, a des modèles extrêmement performants et les reins plus solides. Mais avec DeepSeek, est-ce que tu penses que l'argent reste quand même un facteur parce que DeepSeek, je pense que c'est une simplification de dire que c'est 6 millions pour entraîner DeepSeek. Je sais pas d'ailleurs si qui que ce soit sait exactement combien ça a coûté pour entraîner DeepSeek, et il me semble quand même que c'est plutôt l'analogie, c'est plutôt de dire une fois qu'on a compris comment vraiment tout faire et tout s'entraîner, la dernière phase d'entraînement, elle coûte 6 millions, quoi. Et du coup, dans un monde où les talents peuvent aller d'une entreprise à l'autre, on l'a vu, il y a plein d'anciens OpenAI qui ont monté leur boîte. C'est ça qui est intéressant pour moi comme parallèle, c'est que je pense qu'il faut voir la concentration des talents en recherche et en recherche appliquée. Ça se rapproche plus de la Formule 1 que du SaaS classique, quoi. Et on a tous vu Drive to Survive sur Netflix, et quand 2 pilotes passent d'une écurie à une autre, ben, tout d'un coup la course change, quoi. Et donc en fait, je pense qu'il faut pas trop se conforter sur le ou les classements actuels. Et après, sur la performance des modèles pour les cas d'utilisation qui seront les plus utiles à l'avenir, ben il n'y a pas beaucoup de différence entre des modèles qui sont déjà open source et des modèles de pointe pour se demander ce qu'on peut faire avec ce qu'il y a dans le frigo en 20 minutes. Hein. Ça c'est bâché. Sur les sujets de pointe, la recherche scientifique, la découverte de nouvelles molécules, la création de progrès scientifiques formels, donc prouvés, où l'hallucination n'est pas un risque et où on peut dire j'appuie sur le bouton, je fais revoir le papier dans Nature et ça passe. Là, il y a encore beaucoup d'avantages aux premiers labos, aux plus gros labos et à ceux qui ont les puissances de calcul les plus élevées, puisqu'on est encore dans ce paradigme où plus de puissance de calcul donne de meilleurs résultats, quoi. Mais je pense que ça représentera pas les modèles qu'utiliseront la plupart des gens pour les cas de tous les jours, nécessairement. Voilà. Trop bien. Alors, Dust, tu communiques un peu sur tes chiffres. Vous communiquiez sur 1 million d'ARR, il me semble, l'été dernier. Là, vous en êtes où? Et vous en serez où à la fin d'année? Si tu devais te mouiller, vas-y. Bah, on grandit pas mal. On a bien terminé l'année. On est plutôt. L'idée, c'est quand est-ce qu'on arrivera à 5 fois plus que ça, quoi. Ok. Et quand est-ce qu'on arrivera à 10 fois plus que ça, à assez court terme. Je pense que c'est important pour nous arriver de 0 à 1. Les gens disent que c'est quand même assez facile, ou en tout cas que ça prouve rien. Arriver de 1 à 10. C'est d'ailleurs une stat intéressante que nos investisseurs ont partagé avec nous. Je pense que un des facteurs relativement déterminants ou indicateurs de performance de grandes boîtes, c'est pas le temps qu'ils ont mis à faire 0 à 1, c'est plutôt le temps qu'ils ont mis à faire 1 à 10. Après, je pense que certains équilibres sont un peu bousculés avec la façon dont on voit des Lovable ou des cursors passer de 0 à 50 ou 0 à 100 assez rapidement. C'est compliqué de savoir où ça va s'établir tout ça, parce que je pense que si on arrive à générer ça très très vite, les petits copains arrivent à générer ça très très vite, quoi. Donc la stickiness de ce chiffre d'affaires, je sais pas encore ce qu'on a prouvé ou ce qu'on est encore en train de découvrir. Mais mais ce qui m'intéresse le plus, c'est le nombre d'utilisateurs actifs. Je pense que voilà, de passer, nous on est plutôt de l'ordre de grandeur de 10 000 utilisateurs actifs quotidiens. Okay. Et c'est ça qu'on voit augmenter
à la fois chez les clients existants et avec l'arrivée de nouveaux clients. Ça c'est super. Et je pense que la profondeur des cas d'usage qui déploient sur Dust est aussi vraiment un signe hyper encourageant. On a des utilisateurs pas forcément techniques ou qui connaissaient rien l'année dernière, qui utilisent Dust pour faire des choses qui sont vraiment impressionnantes. Enfin, on a organisé des rencontres entre les builders de notre communauté et ils se partagent des trucs où moi parfois je suis assez Vous commencez à créer un écosystème finalement en fait de. Mais il y a un écosystème qui est on l'anime, mais ouais, il y a évidemment un écosystème de gens qui sont intéressés par cette techno, qui ont envie de se former, qui ont la chance d'être dans une entreprise qui leur a fourni une plateforme pour découvrir et améliorer leur quotidien. Et ça, c'est une richesse pour nous, c'est vraiment une chance. C'est aussi une chance de construire un produit qu'on utilise tous les jours en interne et dont l'utilisation nous permet directement d'améliorer le produit. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de produits qui peuvent fournir ça aux personnes qui rejoignent une équipe, quoi. Parce qu'on est tous en train d'utiliser Dust toute la journée. Donc, il n'y a pas beaucoup de bugs qui passent longtemps sans être repérés. Trop bien. Bon, on arrive bientôt à la fin de ce podcast. Je te propose un petit exercice fun pour finir. Je te pose des questions et puis tu me réponds avec ce qui te passe par la tête. Est-ce que tu es prêt? Oui. Alors, tu peux dîner avec la personne de ton choix, vivante ou décédée. Qui est-ce que tu choisis? Gertrude Bell. D'accord, c'est qui? Ouais, c'est une femme exploratrice du Moyen-Orient de la fin du 19e siècle qui, à mon avis, devait être extrêmement intéressante. Enfin, voilà, après avoir lu sa biographie, je me dis que ça serait... Qu'est-ce qu'elle a fait c'est quoi ces 2-3 collaboration avec les puissances locales, participation directe ou indirecte à la manière dont la colonisation se déployait à ce moment-là, espionnage, mais tout ça avec un côté Laurence d'Arabie assez classe, bien éduqué, avec beaucoup de culture, qui est fou, voilà. Donc non, pas Elon Musk. Quel est le meilleur conseil business qu'on t'ait donné? Je pense que celui de comprendre si on est au niveau perso, si on est dans un siège où on a 2 ans d'expérience en 5 ans ou 5 ans d'expérience en 2 ans, celui-là il m'a pas mal marqué. Alors pour le conseil business, le plus important c'est de pas se mentir, quoi. Il n'y a pas de meilleur conseil que build something people want. Ok. Et tous les mots sont importants et il faut pas se mentir. Il faut pas passer une journée à se mentir. Donc, mais si on le construit et que les gens le veulent vraiment et qu'ils se mentent pas quand ils l'achètent, ça marche. Aujourd'hui, pour combien est-ce que tu vends Dust? Aujourd'hui, c'est pas une question. Il y a vraiment, c'est pas par hubris, hein. Je pense qu'évidemment, 1000 milliards de dollars, ça permettrait de régler beaucoup de problèmes au niveau international. Mais c'est vraiment pas la question qui nous passe par la tête. C'est pour en revenir à la façon dont Stan et moi on a monté Dust. On l'a monté pour justement pas se poser la question à ce moment-là. Donc j'ai pas de chiffres parce que je pense que j'y ai pas pensé. Pas être naïf, hein. 1000 milliards, je dis oui. Voilà. Mais il y a beaucoup de chiffres. Donc c'est quand même 1000 milliards. Mais il y a beaucoup de chiffres très très hauts auxquels je dirais non, parce qu'aujourd'hui il y a trop de choses intéressantes à faire. Ouais. Et puis toi tu dois en connaître aussi, mais des fondateurs qui vendent de leur entreprise, ils font quoi après en général? Ils remontent une emploi, ou alors ils remontent la même boîte 5 ans plus tard ou 3 ans plus tard. Enfin, on a une chance incroyable avec le produit qu'on a construit et les premiers utilisateurs qui nous font confiance, on va pas casser ça, quoi. Ouais, si tu dois choisir ton acquéreur entre Databricks, OpenAI ou Mistral. Databricks, c'est intéressant. Si c'est forcément un des trois. Ouais. Et pourquoi Databricks? Je pense que Databricks, en tout cas, ce que je trouve intéressant dans le produit Databricks, c'est que c'est une couche ils ont réussi à expliquer une couche d'interface entre la donnée d'une entreprise et ce que les utilisateurs doivent en faire. C'est un produit d'une autre époque, mais voilà. Après, je sais pas, parce qu'aujourd'hui, hein, OpenAI, compliqué. C'est très cher déjà OpenAI. Ton meilleur souvenir avec Dust? Mon meilleur souvenir avec Dust, c'est très jeune Dust, donc il y en a plein, mais ils sont tous peut-être un peu anecdotiques, mais le déménagement dans nos nouveaux bureaux, c'était vraiment une première étape. L'acceptation de l'offre d'embauche de notre première employée, c'est un moment fou, quoi, parce que je pense que avec Stan, on se connaissait assez bien, donc entre le moment où on a décidé de bosser ensemble et le moment où on a quelqu'un dans la pièce qui n'est pas nous, c'était assez flou, mais je pense que c'est devenu très réel quand on avait une troisième personne dans la salle et qu'on s'est dit ok, on a réussi à convaincre quelqu'un, maintenant il faut vraiment y aller. Ton souvenir le plus douloureux avec Dust? Il n'y a pas encore eu de souvenir douloureux, ça a été plutôt fair weather sailing pour l'instant.
Il y a des personnes à qui on a demandé de nous rejoindre qui nous ont pas rejoints. Si, je pense que c'est peut-être ça le souvenir le plus douloureux en fait. Une personne à qui on, tout au début de Dust, à qui on a demandé de nous rejoindre, qui nous a pas rejoint, et peut-être. Tu peux nous dire qui c'est ou tu le gardes pour toi? Je préfère que c'est pas à moi nécessairement de le dire, mais en tout cas cette personne-là aurait apporté énormément à Dust. Je sais pas si on a fait la en co-founder ou en late founder, je sais pas comment on aurait formulé le truc. Et ouais, ça aurait été un monde cool avec cette personne à bord. Bon, une question dans le timing est intéressant vu ce que tu nous as dit un peu plus tôt, mais comment on concilie vie perso et vie pro quand on est CEO d'une startup dans l'IA qui va à toute allure? Est-ce qu'il faut les concilier? Déjà, on les concilie par construction. Est-ce qu'il faut une vie perso? Non, mais je pense qu'on apprend pas mal de choses sur le déséquilibre en ce moment. Dans la nutrition, dans l'exercice, on n'a pas été conçu pour manger 4 fois par jour à heure fixe. On a plutôt été conçu pour manger tout ce qu'on pouvait quand on trouvait des trucs dans la forêt, et puis ensuite attendre le prochain champ de myrtille. Et le déséquilibre est pas nécessairement pour moi une mauvaise chose. Donc, le plus important, c'est d'être honnête avec soi-même et avec ce qu'on aime, et d'être conscient, quoi. Donc, conscient d'arriver à prendre le signal que ça va ou ça va pas, et honnête dans l'analyse qu'on en fait. Je pense que concilier au sens 50-50, c'est pas le débat. Aujourd'hui, il y a des priorités. Dans une semaine, si j'ai une fille qui naît, j'aurai d'autres priorités, et ça sera très déséquilibré dans l'autre sens, et je le vois plus comme ça. C'est quoi ton hobby favori en dehors de Dust? Moi, je fais un peu de photos de façon très très amateur, et j'aime bien lire. Voilà. Notamment des bouquins d'aventure, d'exploration. C'est fou. La période des grands empires 19e siècle, moi, c'est assez maltraité dans l'histoire, et je me replonge pas mal dans ces sujets-là. Et ça m'a toujours intéressé de voir comment des civilisations évoluent, meurent. Pas forcément l'Empire romain, mais toutes les autres dont on parle pas. Ouais. Et de se rendre compte que ça se répète quand même souvent, quoi. Ouais. En tout cas, ça rime. Trop bien. Et peut-être un livre de chevet que tu nous recommanderais? Moi, le livre que je trouve hyper intéressant, c'est John Boyd, The Fighter Pilot Who Changed the Art of War. C'est la biographie d'un monsieur qui s'appelle John Boyd, qui a raté la guerre de Corée de très peu en pilote de chasse, et qui s'ennuyait du coup sur la base, donc a réécrit le manuel de formation des pilotes de chasse, et qui a ensuite dédié sa carrière à changer les systèmes dont il comprenait pas pourquoi ils étaient conçus comme ils étaient conçus, et qui a à lui tout seul ou avec une toute petite équipe de personnes qui l'ont suivi, était à l'origine du F-15, du F-16, du A-10, du char Bradley, des choses que le Pentagone n'aurait jamais réussi à sortir, parce que il allait complètement au travers de la hiérarchie. Il recrutait des gens dans la cantine en leur demandant: est-ce que tu veux faire quelque chose ou être quelqu'un? Et quand les gens lui répondaient faire quelque chose, il les recrutait dans sa petite équipe secrète, et il se passait des mémos au sein du Pentagone pour arriver à torpiller les projets d'ego des généraux, ou alors au contraire accélérer les projets qui avaient beaucoup de sens. C'est fascinant parce que je pense que ça permet de montrer que la vélocité, même dans les grosses organisations, on peut la trouver. Mais il faut être prêt à choquer le système, quoi. Excellent. Bah écoute, merci beaucoup Gabriel d'avoir passé cette heure avec nous. Ouais, merci Maxime. Salut.